Bonjour, bonjour, belle scène, live, Paris Audio Vidéo Show. C'est notre première grande session avec une marque. Vraiment le truc, on va attaquer très très fort. Alors je rappelle, le Paris Audio Vidéo Show, c'est au Palais des Congrès, aujourd'hui samedi et demain de 10h à 18h. Attention, si vous venez pour Eric Serra, il faut savoir que c'est complet pour tout à l'heure. Donc demain, il y aura d'autres choses, évidemment. Donc l'idée, c'est d'avoir, si vous ne le savez pas ici, il y a 2 étages. Un étage avec de la hi-fi dite traditionnelle, la haute fidélité, du home cinéma, plein de choses et tout, des téléviseurs géants, des vidéoprojecteurs, plein de trucs, du micro LED et tout. C'est rare de trouver du micro LED sur un salon. Il est très bien réglé ici par les équipes de Extreme Screen. Et en dessous, on a, imaginez sous la scène, l'étage en dessous, on a de la sonorisation, du DJing, du mixage avec Pioneer, avec Technics, des choses extraordinaires. Mais extraordinaire, c'est ce qui correspond un petit peu à la marque dont on va parler maintenant, puisqu'on parlait de Macintosh. C'est un monument, Macintosh. Donc je suis super content, moi. Bonjour. Bonjour Pépé. Ça va? Ça va. Tu t'appelles comment? Alors moi c'est Lionel Palol, donc je suis responsable technique, je m'occupe du support tant technique que marketing au sein de Fine Sound France, qui est donc le distributeur de Macintosh et Sonus Faber pour la France. Tu m'expliques avant qu'on commence, parce que peut-être les gens n'ont pas saisi, il y a des gens qui sont venus ici me voir et qui sont allés donc chez toi et qui ont vu du Sonus Faber et du Macintosh. Est-ce qu'il y a une liaison réelle, financière ou un truc comme ça entre les deux, ou c'est 2 entités séparées? Alors oui, complètement. En fait, il y a ce qu'on appelle le Macintosh Group, qui est une entité, je dirais, financière, un montage d'entreprise, qui intègre donc 2 sociétés, enfin plusieurs en l'occurrence, puisqu'il y a aussi Fine Sounds dont je venais de parler, mais en termes de marque, il y a donc Sonus Faber, Macintosh, Sumiko, et d'autres qui sont peut-être moins connus en Europe. Et donc, Sonus Faber et Macintosh sont distribués par Fine Sound France, qui est une émanation à 100% de Macintosh Group. Et voilà, on a l'explication. Moi, ce qui m'intéresse avec tous les gens qui sont ici, les gens qui sont en live ou bien en replay, c'est qu'on puisse retracer l'histoire extraordinaire de Macintosh. Parce que s'il y a bien une marque, je parle un peu de ma life, 3 secondes, s'il y a bien une marque qui me faisait rêver quand j'étais gamin, c'est Macintosh, parce que je trouvais qu'ils avaient un look que tu reconnaissais entre 10 milliards. Yeux bleus. Et j'étais là, oh là là, moi j'étais tout avec les cheveux et tout, hein. Et j'étais là, est-ce que c'est ça par hasard la hi-fi? Parce que dans mon imaginaire, en plus j'étais avec Patrick Vercher et tout à l'époque, et moi j'étais un gamin, et je dis, ça doit être ça la hi-fi. Je regardais pas les tarifs, hein, je vois déjà la tête, l'Autriche moyenne dans le sable, mais c'est incroyable cette histoire. En fait, tu as dit un mot très important. Cheveux? Non, hi-fi. Alors, haute fidélité. Haute fidélité. Voilà, parce que Macintosh fait partie de ces marques qui ont défini les standards de la haute fidélité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même aujourd'hui, quand on parle des caractéristiques d'appareils électroniques de haute fidélité, on parle de beaucoup de chiffres qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Il y a toujours l'éternel amplificateur de 100 watts qui veut strictement rien dire, étant donné qu'on ne parle pas d'un radiateur électrique. Macintosh a fait partie de ces gens qui ont défini des nouveaux standards en termes de haute fidélité. Si on remonte, donc on fête cette année les 75 ans de Macintosh, 75 ans des marques de haute fidélité qui ont 75 ans, je pense qu'on peut les compter quasiment sur les doigts d'une main. Et si on s'amuse à compter celles qui sont restées toujours identiques à elles-mêmes, la même usine, dans la même localisation, même avec design. les mêmes gens, le même design, alors là, ça devient excessivement rare. Je ne vais pas me mouiller parce que je n'ai pas la prétention de connaître toutes les marques de haute fidélité du monde, mais en tout cas, ça devient très rare. Donc Macintosh fait partie de celle-ci. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Macintosh, c'est que si on est dans les années 50, puisque donc Macintosh a été créé en 49, donc, on avait un magazine, alors j'ai plus le titre en tête, qui s'amusait à mesurer tous les amplificateurs qui sortaient sur le marché. Et donc, pour ça, il s'amusait à mesurer quelque chose qui est fondamental quand on s'attache à la haute fidélité, c'est ce qu'on appelle la distorsion harmonique. Donc le taux de distorsion harmonique. Le fameux. Ah oui, 0,00003, j'achète. Voilà, exactement. Et à l'époque, donc, on donnait la puissance d'un amplificateur avec un certain taux de distorsion.
Alors, les harmoniques, je ne vais pas donner un cours d'électronique tout de suite là maintenant, ni même de musique, puisqu'en fait c'est lié à la musique. Mais les session ce matin qui expliquait très bien avec Jean-Marie Hubert, on a fait, si les gens regardent en replay, on a parlé des harmoniques et d'une façon très très claire déjà ce matin. C'est la base même de la vie de la musique. Exactement, c'est ce qui va faire qu'on va distinguer un instrument d'un autre. Le MP3 du reste. Oui, non, mais, c'est extrêmement important parce que c'est vraiment ce qui va définir ce qu'on entend. Et le ressenti qu'on va avoir. Et je ne suis pas en train de parler simplement de marque, mais même d'un instrument à l'autre. Parce que le La du diapason, qu'on parle d'un piano ou d'une flûte, c'est le même. Par contre, on va clairement identifier le piano de la flûte. En tout cas, c'est à souhaiter, parce que sinon, ce n'est pas la peine d'acheter du matériel haute fidélité. Mais à l'époque, donc en 51, 52, je n'ai pas la date exacte en tête, le magazine donc, testait un appareil de la concurrence. Et la puissance était donnée pour un taux de distorsion harmonique de 10%. Donc l'échelle, le beau joli graphe que toi tu dois connaître, parce que tu en fais quelques-uns. J'en ai mal au crâne d'abord. C'est pas forcément le plus marrant, mais donc avait une échelle qui montait jusqu'à 10% de distorsion. Et là-dessus, Macintosh est arrivé avec un appareil, en l'occurrence le MC 3500, qui est très connu puisqu'il a été utilisé en de maintes occasions, mais je pense que le plus connu en Europe, ça va être Woodstock. Et le magazine a voulu mesurer sa puissance. Donc, amplificateur qui fait 350 watts, là où le petit copain d'avant faisait péniblement 50 watts avec 10% de distorsion harmonique. Et là, les journalistes ils se sont retrouvés très embêtés, parce qu'ils ont dû complètement revoir l'échelle du système de graphe, parce qu'en fait, la base de l'échelle du petit copain d'avant, c'était le maximum disponible pour 350 watts, donc à la puissance nominale de l'amplificateur Macintosh, et on était en dessous dans les 3 quarts des cas d'utilisation. Donc, c'est ça qui a défini l'échelle moderne du taux de distorsion harmonique totale qu'on rencontre aujourd'hui. C'est du délire, parce que ça prouve l'empreinte de cette marque dans le monde de la hi-fi. Je ne suis pas là pour faire de la lèche, c'est pas mon truc. Mais l'idée, c'est que souvent, même des gens qui ne sont pas forcément des férus de ce qu'on appelle la hi-fi, la haute fidélité, j'ai des gens des amis qui, quand ils se baladent et qui voient tes produits, ça leur fait tilt. Dire, ah bah tiens, oui, ça me dit quelque chose. Parce que l'empreinte, déjà, visuelle est tellement forte. Et le nom, il y a aussi un nom qui rappelle d'autres noms et machin et trucs. On va pas se mentir aussi, tiens, Macintosh, le Mac et tout. On y peut rien. Tu travailles dans quoi? Chez qui? Macintosh. Les ordinateurs. Et ben voilà, tu l'as entendu 15 000 fois. Je veux dire, tu n'as pas donné l'origine de l'entreprise. C'est quel pays? Alors, c'est US. USA, n'est-ce pas, États-Unis d'Amérique. Donc, c'était fondé par 2 copains, Monsieur Gordon et Monsieur Macintosh, qui, à l'origine, venaient du... alors là, d'un seul coup, j'ai que le mot anglais. C'est pas grave, c'est l'éclairage, ça fait un noir. Voilà, c'est le broadcast, l'émission, ils venaient de ce monde-là. Et en fait, ils se sont passionnés pour la reproduction sonore. Et c'est un petit peu la même histoire que tous ces gens qui ont révolutionné la hi-fi moderne. Ils n'étaient pas satisfaits par ce qu'ils voyaient, par ce qu'ils entendaient dans leur quotidien. Et ils se sont dit, bah voilà, comment je peux utiliser mon savoir-faire du broadcast, de la transmission téléphonique entre les 2 continents, entre le vieux continent et les US. Comment je peux utiliser tout ce que je connais pour améliorer le quotidien des mélomanes dans la reproduction sonore chez eux. Et donc... Est-ce que, avant que tu continues, il y a un truc que j'aimerais, sincèrement de ta part, c'est que là, c'est pas qu'on dresse un tableau de 2024, c'est que là, on parle depuis tout à l'heure de la marque, mais on n'a pas encore spécifié quels sont les produits que vous vendez, parce que si vous avez un panel de produits qui ont été jusqu'à me surprendre quand je les ai vus arriver, j'en cite un seul, quand j'ai vu arriver un lecteur de Blu-ray disque Macintosh, et il n'y en a pas beaucoup qui sont peut-être au courant parce qu'il n'est pas resté longtemps en vente, mais vous avez un panel, parce que pour les gens c'est uniquement, c'est un ampli avec des machins comme ça, voilà, qu'on soit clair, quelque part, quand on ne sait pas, on dit, ah bah tiens, ouais, c'est joli, mais vous avez quel type de produit, même historiquement, on a commencé avec des amplis, ampli, vous avez greffé
des trucs. Donc il y a un lecteur de CD. Lecteur de CD. SACD, je l'ai vu, SACD. Voilà, donc on rappelle le SACD, Super Audio CD, donc, qui cadre parfaitement avec votre identité. On en a parlé ce matin également sur les sources. Est-ce que par exemple aujourd'hui, si je te dis, est-ce que vous avez un lecteur réseau? Est-ce que vous en avez pour avoir de la musique en streaming? Alors, il y en a un aujourd'hui. C'est l'élément le plus, avec lequel je vais être le plus mal à l'aise, parce qu'en fait, c'est celui qui va disparaître du catalogue très prochainement. Non, je voulais pas. Alors, je ne voulais. Je ne savais, il connaissait pas. Il savait pas le garçon. Hein, je savais pas du tout, je suis désolé. T'es un spécialiste. Non. Oui, d'abord, mais non quand même. Ah non, mais je ne savais pas. Oh là là, mon Dieu, je suis mortifié. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, effectivement, la gamme Macintosh est extrêmement large. De toute manière, il suffit de s'armer de son petit ordinateur, de son téléphone et de commencer à surfer sur le site Macintosh. Et on voit bien que la gamme est extrêmement large. Alors, effectivement, le streamer qui est actuellement au catalogue, donc le MS500, va disparaître dans les mois qui viennent. C'est pas une surprise. Et c'est un produit qui est sorti, si ma mémoire est bonne, en 2014. Donc, il a eu une longévité déjà qui est quasiment unique là aussi. Si on parle de produits de streaming, tout le monde s'imagine des appareils de streaming qui durent 6 mois et puis on passe au suivant. Là, chez Macintosh, l'appareil aura eu plutôt une très belle vie. Le prochain n'est pas encore là. J'ignore d'ailleurs quand est-ce qu'il va sortir. Je serai probablement pas le dernier au courant, mais pas parmi les premiers. Mais donc aujourd'hui, excepté le cas tragique que je t'ai mis sous le nez du streaming, on a des processeurs audio-vidéo, on a des intégrés audio-vidéo, on a des blocs de puissance, on a des encore des platines CD ou pas? On a des platines CD et SACD, tout à fait. Ça, pour le coup, Macintosh, là aussi, a fait partie des gens qui ont été précurseurs, puisque tu le sais, le SACD, théoriquement, on ne peut pas le transporter en numérique. Ça fait partie des limitations liées au format. Et Macintosh a réussi, de par la technologie, à obtenir une dérogation pour transporter le flux SACD. Tu expliques le mot transporter pour les gens. Oui. Parce que il faut savoir que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on s'adresse vraiment à un maximum de personnes qui comprennent les mots. Donc, transporter, moi, je sais ce que ça veut dire, mais oui, bien sûr. Tu peux expliquer. Bien sûr. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de musique dématérialisée, qu'on parle même d'un vinyle. Il arrive à un moment donné où tout ça, c'est que des signaux électriques. Les signaux électriques, tout le monde connaît le bout de cuivre qui va transporter l'électricité. Le souci, c'est que quand on commence à transporter de la musique, quel que soit le média, qu'on parle de l'analogique ou du numérique, et donc des flux SACD aussi, on est confronté à des problèmes physiques auxquels tous les constructeurs sont confrontés, puisque c'est des problèmes physiques, c'est la nature même des choses, et donc on appelle ça transporter donc le signal. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, quand le SACD est sorti, un des principaux problèmes de l'industrie musicale était la copie à l'identique, donc de qualité de contenu. Donc, le but du jeu était de brider, de casser dans l'œuf le piratage, et donc de limiter ceci. On sait aujourd'hui que malheureusement, les pirates vont des fois presque plus vite que les majors pour imposer des formats de protection. Mais toujours est-il que le SACD reste un format où aujourd'hui il est théoriquement interdit de transporter le signal en numérique. On peut sortir en analogique. Brut, c'est-à-dire voilà. C'est-à-dire, comme on disait souvent, ils avaient essayé de faire ça avec le Blu-ray disque 4K qui pouvait servir de master. Ils ont dit on va essayer de bloquer ça parce que c'est un master, donc ils n'ont pas réussi. Mais c'est le même principe. On part du principe que la qualité est telle que c'est en prise directe, presque avec la table de mixage, alors que bon, c'est sur du 1 bit, c'est pas mais on sait que le master est très très bon, donc il faut bloquer. Exactement. Comme ça. Et donc Macintosh a inventé un système de transport qui reste des fils de cuivre, qu'on s'entende bien. On n'est pas dans des choses complètement délirantes, mais qui permet d'avoir une liaison sécurisée entre votre platine SACD et votre préampli ou intégré qui disposera du récepteur, je vais appeler ça comme ça, puisqu'on a un émetteur, un récepteur de votre musique sans toucher au flux. Et là où c'est intéressant, c'est que ça vous permet, en fait, chez Macintosh en tout cas, au niveau des préamplis, d'avoir une carte qui va accepter les flux DSD ou DXD du SACD et qui va être interchangeable en natif et donc de changer au fur et à mesure de l'évolution des technologies et de toujours avoir le top de la technologie au moment où il est présent. Parce que le problème, il est là, c'est que tu dois pas. Je ne connais pas tous les produits du marché. Je pense qu'il y a très peu de produits qui sont capables d'attraper un flux super audio CD, donc le NEC plus ultra de la norme, parce que c'est tellement différent de la quantification 16 bits ou 24 bits ou machin, qu'il faut vraiment que ce soit spécifique. Je ne connais pas beaucoup de machines qui peuvent le faire.
Il en existe, mais en tout cas, c'est effectivement le fait de pouvoir sortir le flux SACD, c'est quelque chose d'assez limité. Il y a peu de marques qui le font, et Macintosh a son propre format. D'accord. Donc ça fait partie de vos spécificités, parce que vous, à la base, n'importe comment, c'est direction la musique, le côté où vous respectez le signal au maximum. Et quand on voit, je ne sais pas, les gens qui sont ici sont certainement allés voir le stand ou connaissent un produit parce que vous vous amusez comme un truc extraordinaire. Moi, je fais tous les salons. Dès que vous avez des produits qui sont oh là là, ouïe, 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 non seulement vous les montrez, vous les ouvrez, vous êtes fiers des entrailles, étant donné qu'il y en a d'autres qui les cachent. Hein. Je peux vous dire tout de suite, ils sont là avec les couvertures dessus. Non, non, c'est pas moi qui les fais, ça va attirer les bêtes. Donc, tandis que vous êtes là, vous montrez carrément tout ce que vous savez faire parce que c'est beau en plus. Bah, c'est beau. De toute manière, un appareil bien conçu doit être aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur et doit être aussi agréable à regarder à l'extérieur, à l'intérieur, qu'à écouter. C'est votre philosophie. Il y a des produits qui sont pas très cool et qui sont pas très beaux et qui fonctionnent d'enfer. Il ne faut pas non plus... Oui, après, mais c'est votre philosophie. C'est notre philosophie. Chez vous, chez Macintosh. C'est notre philosophie parce que de toute manière, on part aussi du principe que les gens qui vont investir dans un appareil Macintosh... On va en parler de ça aussi, parce que si vous êtes prêts à trembler des genoux, on va vous donner des tarifs aussi. Je pense que là, ça va être un moment de délice extrême, mais c'est normal. Alors, je vais en citer un comme ça. Puis on parle de nouveauté. C'était le moins cher. Non, c'est pas le moins cher, c'est pas le plus cher. Mais c'est la nouveauté du moment, qui est en expo d'ailleurs juste de l'autre côté des portes quand vous allez sortir. Donc c'est un préamplificateur à tube chez Macintosh, qui est la nouveauté du moment, qui vaut donc 11 990 €. Donc on n'est pas en train de parler de sommes complètement anodines. Mais donc quand on investit une telle somme, le but du jeu, c'est pas de se dire c'est du jetable. Le but du jeu, c'est pas de se dire de toute manière il va être dépassé demain. Le but du jeu, c'est de se dire est-ce que quand je vais attraper mon bouton dans 10 ans, il va me rester dans les mains? Non, c'est pas ça le but. En général, on s'offre quelque chose et on veut en avoir pour son argent. C'est complètement humain. On a transpiré pour s'offrir quelque chose comme ça, alors physiquement ou mentalement, mais peu importe. Le fait est qu'on s'est donné du mal et donc on veut protéger son achat, on veut qu'il soit pérenne. Chez Macintosh, aujourd'hui, Macintosh est une des rares marques. Vous avez acheté un amplificateur dans les années 70, vous pouvez le revendre aujourd'hui plus cher, non seulement que le prix que vous l'avez payé dans les années 70, mais même si vous transposez ça en dollars ou en euros, enfin en francs, euros constants, vous vous rendez compte que vous avez plutôt fait une bonne affaire parce que vous allez le vendre plus cher que ce que vous l'avez acheté. C'est l'idée de l'investissement dans ce monde où justement les produits sont pas souvent pérennes, on parle d'obsolescence. Il y a des marques comme la tienne, il y en a d'autres qui sont présentes ici, qui assurent quelque chose c'est un investissement pérenne. Mais ma question, elle n'est pas là, puisque tu dis qu'en effet les produits peuvent être revendus, ça je suis tout à fait d'accord, je connais le marché de l'occasion. Est-ce que vous, en tant que Macintosh ou via les gens qui vendent votre marque, vous assurez malgré tout, tu vas me dire que ça ne tombe pas en panne? N'importe quel système qui a de l'électricité qui passe dedans peut partir en carafe. Est-ce que vous assurez, malgré tout, pour ces clients qui ont quand même dépensé des sommes, là tu en as cité une somme, il y a des choses moins chères chez vous, il y a encore des choses beaucoup plus chères. Tout à fait. Est-ce que vous assurez une quelconque SAV pour aider le client? Oui, complètement. Alors, beaucoup des appareils qui ont été commercialisés en France et en Europe, aujourd'hui, on est toujours en mesure de les dépanner. Il y a certains appareils... Alors là, il faut accepter le fait qu'on a investi dans un appareil et que si on veut maintenir cet investissement, il va falloir faire aussi un investissement, un effort pour le maintenir. Donc certains appareils qu'on n'est pas capable de dépanner en Europe, ils vont repartir effectivement à l'usine. Et là où ça va devenir délicat, c'est qu'évidemment les normes de fabrication ont énormément évolué. Je vais en citer qu'une seule et ça va parler à tout le monde. C'est le sans-plomb. Donc il y a certains composants aujourd'hui qu'on n'est plus en mesure de refaire. Donc Macintosh, par exemple, vous renvoyez votre appareil qui date des années 70 aux USA, vous n'allez pas le récupérer en une semaine, vous n'allez pas le récupérer en 15 jours, vous n'allez pas le récupérer en 3 semaines, vous n'allez pas le récupérer en un mois, c'est possible. Mais par contre, on va se faire fort de trouver les pièces détachées sur le marché de l'occasion pour vous dépanner votre appareil, qui a donc 30 ans, 40 ans, 50 ans. Par contre, ça prendra le temps que ça prendra, parce qu'il faudra bien retrouver les pièces. Alors, concernant la conception de ces produits, vous avez un bureau de recherche et développement, peut-être même plusieurs, qui sont situés au même endroit qu'est l'usine. Binghamton. Voilà, c'est le même endroit où se trouve l'usine. Oui, tout est sur place. Tout est sur place. D'accord. Et moi, ma question, c'est quand on est une marque historique
comme la vôtre, on est obligé d'aller avec dans le sens du temps. C'est pour ça que je t'ai envoyé sur le streaming, je ne pouvais pas savoir pour le produit, dans le sens du temps. Mais est-ce que, la question elle est vraiment digne de moi, est-ce qu'il y a encore, quand on a une telle expérience, quand on a des tels produits qui forcent le respect, qui sont là depuis 20, 30 ans, qui sont des monolithes, on n'a pas l'impression que ça ne se cassera jamais, est-ce qu'on a encore une marge de manœuvre pour faire évoluer techniquement quelque chose, où on a malgré tout un gentil petit plafond de verre qui est là en disant, bon, on est Macintosh, tout ce qu'on a, c'est déjà oufissime. Comment faire évoluer ça? Si je te dis maintenant, Macintosh dans 5 ans, c'est quoi? Vous allez vers quelle direction? Vous faites du SACD? Ben voilà, c'est que Alors, non, c'est pas par rapport à ça, c'est pas par rapport à un plafond de verre que je ne sais pas. C'est tout simplement parce que Macintosh, comme n'importe quel fabricant, va utiliser des composants qui évoluent aussi avec le temps. Et aujourd'hui, je ne sais pas moi, c'est comme si vous demandiez même à un Apple où est-ce qu'ils seront dans 5 ans. Ils ont une vague vue. Vous parlez des fonctions, je ne parlais pas des composants qui sont sans plomb. Mais même les fonctions. Dans les fonctions, est-ce qu'il y a toujours des directions? Tu vois, des trucs, on se dit, bah, tiens, il va se passer ça dans le monde de l'iFi ou chez Mac ou n'importe quoi ou chez Apple. Non, il y a toujours des trucs où... Oui, mais il y a des trucs où tu peux sentir le vent qui va venir, mais, oui, mais tu ne peux pas vraiment savoir qu'est-ce qui va s'imposer. Donc, quand tu es un fabricant comme Macintosh, bien entendu, tu peux essayer d'innover et d'imposer tes vues, mais c'est malheureusement la chose la plus difficile parce qu'on reste sur un marché de niche, nous, Macintosh, parce qu'on ne s'adresse pas effectivement à tout le monde. Donc, il y a certaines choses, évidemment, qu'on va subir, entre guillemets. Le SACD, par exemple, est quelque chose qu'on a subi, même si on a adhéré. Mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui sommes à l'initiative de la technologie. Ça, je comprends très bien. Et puis ça, quand le SACD est sorti dans la profession, il y a eu des fabricants qui se sont retrouvés coincés, c'est le cas de le dire, avec ce support qui s'éloignait, entre guillemets, des caractéristiques du CD. Et comment y faire face? La plupart, hein, ça convertissait en analogique derrière et c'était terminé. Quoi. Je veux dire, c'était une sortie analogique. Oui, bien sûr. C'est tout ça. Alors, mais c'est important ce que tu dis là, parce que même pour la partie analogique, c'est extrêmement important d'avoir un système qui permet de profiter de la technologie. C'est-à-dire que si demain on a un SACD qui nous permet d'avoir une plus grande plage dynamique parce qu'on a une plus forte immunité au bruit. Il faut expliquer parce que je sais pas. Là, on parle tous les deux. Ouais. On voit pas toujours les gens. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on mette de la lumière dans la salle pendant quelques instants, juste quelques secondes. Que je serais moins ébloui, qui du coup. Ici sait ce qu'est réellement le SACD, le Super Audio CD? Eh ben, on parle un peu dans le vide. Hein. Ouais. C'est bien ce que je pensais. C'est pour ça que vous me réexpliquer encore. C'est pour ça on est parti sur les SACD. C'est moi qui te lance dessus parce que je suis un amoureux du format. On va réexpliquer quelques instants ce que les SACD parce que quand même, quand on est dans le monde de l'iFi et toutes ces marques qui sont donc nobles, le SACD a joué un rôle important au niveau de l'écoute. Donc c'est un CD. Enfin, le nom parle de lui-même. Super Audio CD. C'est-à-dire que le CD que vous utilisez ou bien le streaming, excepté Cobos qui maintenant fait du DSD, travaille sur 16 ou 24 bits. Voilà. Le SACD, pas du tout. Eux, ils partent de ce principe que voilà, ça limite. Eux, ils sont sur un bit suréchantillonné de façon de ouf. C'est 2,6 millions de fois ou un truc comme ça. 2,26 dans certains cas. Voilà, 26. Et après, avec en plus des échelles à l'intérieur. Donc c'est un format suprême, mais qui demande un traitement particulier. C'est-à-dire que ça a été lancé par les Japonais, qui avaient leur propre machine. Les lecteurs de Blu-ray disques, entre autres Panasonic et autres, le travail. Il y a des lecteurs qui ne le font pas. Mais c'est un format suprême, mais qui a eu son importance. Il a carrément changé la vie et la perception de l'audio. Bon, faut replacer les choses dans leur contexte. Le CD, aujourd'hui, les premières machines, sauf erreur de ma part, 85. C'est 85 1985. Et évidemment, ça veut dire qu'avant, il y avait la recherche et développement, où les cycles de recherche et développement étaient beaucoup plus longs. Donc, en 85, quand c'est sorti, globalement, on était sur des technologies qui avaient été inventées dans les années 81. Donc, oui, c'est ça. Oui, voilà. Philips Sony. Philips Sony, exactement. Sony. Donc, avec la fameuse sortie SPDIF, Sony, Philips. On parlait de transport tout à l'heure. À tes souhaits. Donc, non, mais c'est important de comprendre que... Est-ce qu'aujourd'hui, on se servira encore du fameux S63, le téléphone avec le cadran et qu'on décrochait, qui était fait en bakélite grise? Non, ça viendra à l'idée à personne. Aujourd'hui, on se demande même qui a encore une ligne fixe chez soi. Donc, est-ce que pour la musique, on devait rester sur quelque chose de figé à 1984-1985? C'était juste pas possible. Nos exigences, le CD a levé la barre,
même s'il peut y avoir des débats sur la les question. Les premiers CD étaient ratés, tout le monde le sait. La profession sait que les 5 premières années du CD audio, je suis désolé de vous le dire, étaient littéralement ratés dans le mastering. On n'y arrivait pas. Étaient ratés dans le mastering. Les amplis n'étaient pas adaptés, les enceintes n'étaient pas adaptées. Rien ne suivait. Mais toujours est-il que ça a quand même levé la barre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on écoute un CD, il y a pire à écouter. Ceux qui ont oublié ce que c'était qu'une cassette audio, je vous invite à fouiller dans votre grenier et à en ressortir une. Encore CD, que j'ai entendu des choses avec les têtes bien réglées. On peut parler d'un Dragon Nakamichi. Voilà, Nakamichi à 12 milliards de dollars. On met la cassette dedans, c'est ajusté, c'est azimuté. Le son. Mais ça, tu soulèves un truc parce qu'on arrive sur un débat qui est celui de Macintosh, mais là-bas, c'est les sources. Oui. Parce que les sources elles-mêmes ont changé. La façon de consommer a changé. Le CD a mis le pied à étrier sur un truc pour faire la transition entre ce qui était analogique et numérique, tout en laissant le vinyle intact malgré tout, parce que des marques se sont battues et elles ont eu raison, comme Technics ou autre, pour que le vinyle continue à exister en parallèle. Et après, le CD s'est retrouvé dépassé techniquement, parce qu'en même temps, l'enregistrement était bien plus performant que ce que pouvait faire le CD. Et on n'avait rien pour l'amener au... On n'avait rien. Donc voilà, parce que maintenant, si je refais rallumer la lumière et je dis maintenant qui utilise le streaming pour écouter de la musique de qualité, je pense que ça va changer un petit peu. Je pense que si vous levez la main, qui utilise du streaming pour avoir de la musique chez soi avec une qualité lossless par Qobuz, Apple Music, Deezer, hi-fi ou bien Amazon HD, c'est des choses qui sont classiques. Mais moi, ce que j'aime penser, c'est que c'est en parallèle d'autres choses. C'est-à-dire que je pense que certaines choses peuvent cohabiter. Bah écoute, tout à fait. Il suffit d'aller dans la salle d'écoute, encore une fois, qui est juste en sortant. À droite, quand vous allez ressortir, je vous invite à aller écouter, si vous trouvez de la place, notre stand d'écoute. Dans ce stand d'écoute, vous verrez que vous pouvez écouter du streaming, donc bien entendu avec Qobuz. Des Qobuz, ouais. De la musique dématérialisée qui a été stockée donc, sur un serveur. Et vous pourrez également écouter du vinyle. Donc là, tu m'expliques un peu pour les gens qui sont d'abord ici, qui peuvent faire un tour, et pour les gens qui pourraient venir demain, parce qu'on est en live et il y aura le replay. Dans ta salle, tu as installé quoi autour des Sonus Faber? Vous avez quel type de produit que vous avez mis en exergue? Alors d'abord, la première des choses qu'on a mis devant les enceintes Sonus Faber, ce sont les fameux MC 2.1 KW AN. Donc j'y suis arrivé, j'espère avoir oublié aucune lettre. Donc tout ça pour dire que ce sont des blocs de puissance monophoniques Macintosh de 2,1 kW. Et le poids, tu le donnes quand même, le poids. Non, faut pas. Il faut être 3 pour le lever, je crois. Alors, déjà, il y a 3 blocs, de chacun 80 kg à peu près. Donc, voilà. Donc, vous avez compris que ce n'est pas tout à fait quelque chose qu'on manipule aisément. Et effectivement, on était 3 pour manipuler chacun des blocs. Donc ça, c'est le bloc de puissance qu'on a mis devant. Et devant, donc, on a un préampli. Donc ça, cet appareil-là est spécifique à l'anniversaire des 75 ans de Macintosh. Là devant, on a un préampli qui est capable de travailler simultanément et en tube et en transistor. Hybride, le système hybride. Un système hybride, tout à fait. On avait testé chez vous des hybrides. Ouais, tout à fait. C'est ouf. C'est le meilleur des deux mondes, en fait, à chaque fois. Donc on utilise l'étage à tube sur la partie qui va piloter les blocs de puissance. La partie à transistor, on l'a consacrée aux caissons de grave. Il faut rappeler quand même qu'on est dans une pièce qui fait 140 mètres carrés avec 5,10 mètres de plafond, si ma mémoire est bonne. Donc on n'est pas dans un volume domestique, d'où la présence des deux caissons malgré les très importantes enceintes. Et enfin, devant, il y a un système qui nous a été prêté par Orender pour le système de streaming. La musique dématérialisée stockée sur un serveur qui est mise en œuvre par un ordinateur utilisant G-River. Et on a une platine vinyle, donc MT5, de chez Macintosh. J'ai oublié de te le dire tout à l'heure, c'est que vous avez fait des platines vinyles aussi, parce qu'il m'intéressait, c'est d'avoir le catalogue, quoi. C'est ça. C'est dingue. Aujourd'hui, on a encore 3 platines vinyles. Plus un tout-en-un platine vinyle, ce qui est assez unique parce que moi, quand je vois cet appareil-là, je ne peux pas m'empêcher de penser à la chaîne que j'avais quand j'avais 10 ans, où on avait la platine vinyle qui intégrait le préampli, l'ampli. Presque un manche-disque. C'est ça, c'était le manche-disque Macintosh. Alors le manche-disque Macintosh marche un tout petit peu mieux que celui que j'avais quand j'avais 10 ans. Ouais. T'as pas le droit de dire que je suis vieux. Voilà. Aujourd'hui, on a une gamme très large chez Macintosh, et donc dans cette salle, vous avez aussi une platine vinyle équipée d'une cellule de chez Sumiko. Et donc, on a vraiment, je pense, tout ce qu'on peut écouter aujourd'hui.
Et quand tu fais écouter aux gens tout à l'heure, tu leur fais écouter du vinyle, tu leur fais écouter du streaming, tu fais des choses comme ça dans cette pièce. Alors, vous l'avez traité acoustiquement, c'est une question qu'on a posée sur un débat différent tout à l'heure, parce qu'on avait parlé de la relation entre la hi-fi dite noble, même si le mot veut rien dire, et c'est un mot que j'ai horreur, c'est du son de bonne qualité, on va dire, pour essayer de résumer, et le traitement acoustique. Il y avait des avis très différents sur ce qu'il fallait. Vous l'avez traité ou pas, cette petite pièce? On n'a pas traité cette pièce. Cette pièce, on s'est contenté d'essayer de la rendre un petit peu jolie, parce que, pour tout vous dire, si vous regardez sur un plan du Palais des Congrès aujourd'hui, vous verrez que cette pièce, elle s'appelle le bar Harlequin. Et l'année dernière, c'était le vestiaire. Et l'année dernière, c'était le vestiaire. Donc, c'est pas vraiment une pièce qui est faite pour accueillir le public dans, on va dire, dans un décorum qui soit à la hauteur de ce qu'on a mis dedans. Donc, effectivement, on a mis des cache-misères en tissu sur le côté. Derrière, on a essayé de rendre ça un peu sympa avec un visuel en bois avec les logos des marques, mais il n'y a pas de traitement acoustique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement acoustique peut être important, mais le placement des enceintes, le placement des caissons est aussi primordial. Alors, il peut y avoir plein de gens, gourous, qui vont vous expliquer il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. À la fin, c'est de la physique, c'est des mathématiques, c'est des modèles mathématiques, ça se calcule. Alors évidemment, les pièces étant extrêmement irrégulières, on ne peut pas faire de prévision exacte de où va se placer telle ou telle enceinte ou tel caisson, mais ça nous a permis, nous, hier, en 2 heures, de placer nos enceintes et nos caissons de manière, je vous laisserai juger. Une dernière petite question, parce que là, tu parles du mariage de raison, mais pas que avec Sonus Faber. Imagine, il y a des gens qui souhaitent acheter un de tes produits et les marier avec des enceintes. Est-ce que vous, en tant que Macintosh, si on met Sonus Faber à part, vous prenez également le client par la main, vous l'aidez à trouver une paire d'enceintes, ou est-ce que c'est pas votre rôle de l'aider, de l'accompagner là-dedans si c'est hors Sonus Faber? Question dégueu, mais enfin... Oui, non, c'est pas du tout... Non. J'ai plein d'entre vous qui viennent me voir en me disant « mais je voudrais l'associer avec telle ou telle enceinte ». Voilà. En fait, je suis super à l'aise avec ça. Parce que l'avantage, c'est que je travaille chez Macintosh. Donc, je suis zen, je suis tranquille. Je sais qu'un amplificateur Macintosh, quasiment quel qu'il soit, à moins qu'on soit complètement déraisonnable, sera capable de piloter n'importe quelle enceinte. Et ce, grâce, encore une fois, au principe même de construction des amplificateurs Macintosh, et cette construction qui permet de tenir l'enceinte, d'avoir ce qu'on appelle une boucle de contre-réaction. Une fois que j'aurais dit ça, j'aurais perdu 99% de l'assistance, mais qui permet en fait de toujours adapter l'amplificateur et l'enceinte comme un ensemble harmonieux. Un qui parle à l'autre. Il y en a un qui parle à l'autre tout le temps. Voilà, si tu fais ça, je ne vais pas faire ça. Exactement. C'est ça pour résumer, c'est que tu as une liaison réelle entre l'ampli et l'enceinte, qui connaît les limites de l'autre et qu'il ne faut pas aller plus loin pour ne pas péter un ou l'autre. On peut y arriver, hein? On peut arriver à péter. Je sais lequel des deux. Je sais lequel des deux. Je veux qu'on t'applaudisse bien fort parce que vraiment, ça a été une session incroyable. Merci. Tu as dit des trucs super importants et tu as parlé à cœur ouvert. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc c'est la fin de cette session. On va passer à nos sessions tout à l'heure. On va prendre un petit break. Il va y avoir des artistes ici. On va s'amuser jusqu'à 18h ce soir. Et demain, on recommencera à 10h du matin jusqu'à 18h. Merci au public d'avoir été là. C'est super cool que vous soyez là. Vraiment, merci beaucoup. Merci. On va cutter. À tout à l'heure. Merci infiniment.